Gustavo, Bernard, bonjour. 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 Alors Gustavo, je rappelle que vous êtes gérant des fonds flexibles internationaux chez Dorval Finance. Bernard, vous êtes directeur de la multigestion chez Invesco. Alors messieurs, en début d'année, c'était relativement simple de se dire qu'on pouvait gagner de l'argent et il fallait être sur les actions européennes pour le faire. D'ailleurs, le scénario déroulé par les maisons de gestion, c'est plutôt réalisé, puisque je rappelle que le CAC 40 a gagné 17,8% lors du seul premier trimestre. Mais depuis, ça s'est beaucoup compliqué, notamment avec le cas grec, la tragédie, la tragicomédie grecque. Et aujourd'hui, on en est à se poser la question suivante, c'est est-ce qu'il faut rester offensif, et notamment sur les actions européennes, ou est-ce qu'il faut chercher à sécuriser ses gains et se retirer progressivement de ce marché action? Qui veut commencer? Gustavo. Oui, je crois qu'effectivement, c'est bien de rappeler que la progression des marchés du début d'année était très forte. Après une première journée très difficile, parce que pour une toute première journée de bourse, pratiquement, il y a eu un à-coup très fort, une forte baisse, liée à la Grèce déjà. Et en fait, derrière, ça s'est effectivement déroulé pour toutes les raisons qui sont souvent évoquées, à la fois le retour de la croissance, le crédit qui revient dans la zone euro, l'euro lui-même qui était très faible, les taux d'intérêt, etc. Donc, et le pétrole qui a été divisé par deux. Donc tout ça est très favorable pour les résultats, pour les fondamentaux de la zone euro. La question c'est d'abord, est-ce que cet épisode grec qu'on est en train de vivre en ce moment, est-ce que ça change radicalement ce fond? Et je crois que la réponse est non. Qu'est-ce qui vous incite à dire ça? Je crois que on n'est pas du tout dans les mêmes configurations qu'en 2011, lorsque déjà des questions autour de la construction européenne avaient créé beaucoup de remous. À l'époque, on était quand même en récession économique, le rôle de la BCE n'était pas très clair, il n'y avait aucun mécanisme de sauvegarde, donc tout le monde a été pris au dépourvu en 2011. Ce n'est pas du tout le cas maintenant cette année. Il y a donc la Banque Centrale Européenne qui a les moyens de soutenir les marchés financiers, un certain nombre de mécanismes, l'OMT, etc. Tout ça donc pour vous, on va sortir de la crise grecque par le haut? Je crois qu'on va sortir de la crise grecque par le haut. Très honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si la Grèce va rester ou sortir de la zone euro. Tout ça, c'est entre les mains des politiques et donc c'est peu prévisible. Donc ça crée une zone d'incertitude. Mais je crois que le point le plus important, c'est la contagion, plutôt l'absence de contagion jusque-là. Quel que soit le scénario grec, pour le moment en tout cas, il semble clair qu'il n'y a pas de panique générale sur les marchés financiers. Or, quelque part, le risque du cas grec, c'est justement les marchés financiers. C'est que les marchés financiers se ferment et donc répartissent le risque grec ailleurs dans la zone euro. Pourquoi? Parce que le risque grec, l'exposition directe à la Grèce est très faible, 2% du PIB. Aucune banque exposée en pratique au souverain grec et l'exposition même aux banques grecques est très faible. Donc il n'y a pas de lien direct. En revanche, il y a le risque de contagion. Mais pour vous, c'est un risque à minimiser d'une certaine façon aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de panique. Moi, ce que j'observe, c'est que par exemple, les gérants de fonds américains, de hedge funds, tous ceux qui en 2011 aboyaient contre l'euro, étaient extrêmement agressifs dans des positions, étaient très vendeurs de l'Italie, de l'Espagne, vendeurs de l'euro, de la devise elle-même, tout cela sont totalement absents, disent la Grèce, ça ne nous intéresse pas, on ne s'intéresse pas du tout à ce cas-là. On n'a pas du tout envie de se mettre face à la BCE dans ces circonstances-là. Donc aujourd'hui, on voit très bien d'ailleurs que même les jours de forte pression sur les marchés financiers, l'euro tient bien, il ne se déprécie pas. Il n'y a pas, comme en 2011, une sorte d'attaque et de fuite devant les actifs européens. Ce n'est pas du tout le cas. Alors Bernard, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que vous aussi, vous dites finalement le risque de contagion est mineur actuellement? Aujourd'hui, il n'y a pas de contagion, effectivement. On a doucement un retour des primes de risque, des écarts de rendement qui arrivent sur les dettes espagnoles, portugaises et italiennes. Ça ne s'est pas fait dans la panique, ça s'est fait assez progressivement depuis quelques mois, disons depuis le printemps de cette année, à tel point qu'aujourd'hui, on est revenu sur des écarts de rendement qui sont supérieurs à ce qu'ils étaient avant le démarrage des opérations de rachat de titres, le fameux assouplissement quantitatif de la Banque Centrale Européenne. L'objectif, a priori, de cet assouplissement quantitatif, c'était de faire réduire les écarts de rendement. Pour le moment, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Si on voit la bouteille à moitié pleine, la bonne nouvelle, c'est que la Banque Centrale Européenne va être obligée de continuer son soutien au marché au moins obligataire pendant un bon moment. Mais cette absence de visibilité qu'on a aujourd'hui, du fait de l'émergence du politique dans le traitement de la question grecque, ça n'obère pas pour vous les chances de voir les marchés actions européens bien performer en 2015? Parce qu'on a tout de même perdu pas mal de nos gains enregistrés au premier trimestre.
Ok, donc sur le premier semestre, les marchés européens, en moyenne, ils ont gagné une dizaine de %. Absolument. Selon au premier semestre, selon les marchés, on a gagné 10, 11, 12, 13%. C'est quand même un beau semestre. Ce serait même pour une année entière, une belle année, je dois dire. Donc les investisseurs qui ont vraiment profité de ça, ils peuvent effectivement avoir un peu de munitions à l'abri de côté, un peu de cash pour aborder l'été. Ceux qui en ont moins profité, ils peuvent aussi être un peu attentifs à ce qui se passe au niveau politique, au niveau des négociations. C'est assez imprévisible, effectivement. En revanche, mettre les munitions en action dans le courant de l'été, ça pourrait être utile. Alors je reformule ma question, à l'un comme à l'autre, et je vais vous demander des réponses assez explicites. Mais à vous écouter, les actions européennes qui étaient un premier choix en début d'année restent également aujourd'hui un premier choix. Alors qu'est-ce que c'était les grandes raisons pour lesquelles beaucoup de gérants recommandaient d'investir sur les actions européennes en début d'année? C'était les fameuses planètes qui étaient alignées. On parlait de la devise euro qui était plutôt à des niveaux assez bas. Aujourd'hui, à mi-année, elle est toujours à des niveaux assez bas. Peut-être elle sera un peu plus bas bientôt, mais en tout cas, aujourd'hui, elle est toujours à des niveaux assez bas. Donc ce facteur de soutien est toujours présent. Une énergie qui n'est pas chère et qui soutient l'Europe, qui est plutôt un consommateur d'énergie plutôt qu'un producteur. Le pétrole, il est très très bas aujourd'hui. Même s'il a remonté de 50% par rapport à ses points bas. Ouais, mais il reste très très bas. On est en dessous de 60 sur le Brent à l'heure où on parle, donc c'est quand même très bas. Les métaux industriels, ils n'arrêtent pas de baisser. Enfin, tout ça, ça fait des coûts qui sont assez favorables pour les entreprises cotées en Europe. Enfin, les conditions de financement pour donc les taux de crédit. Pour les entreprises européennes restent très très favorables par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Tant que ces taux de crédit restent intéressants, c'est un vrai soutien pour les entreprises européennes. Ça diminue les frais financiers dans des mesures très très importantes. On voit beaucoup de refinancement sur les marchés qui se produit. À nouveau, ce qui est important, c'est que les écarts de rendement entre disons les entreprises italiennes, espagnoles, portugaises et puis les allemandes par exemple, s'écartent pas trop. Tant qu'on en est là, ces conditions qui étaient en place pour recommander les actions européennes en début d'année, elles sont toujours là aujourd'hui. Gustavo, quelle est votre pondération des actions européennes aujourd'hui? Aujourd'hui, ça dépend bien sûr tout ça des profils. Mais je dirais dans un fonds milieu flexible, on serait entre 50-60% d'exposition. Un peu plus parfois sur les fonds plus agressifs, mais je crois que l'idée effectivement c'est de dire l'amélioration européenne, c'est une amélioration qui est assez profonde, qui va loin dans la profondeur de l'amélioration des résultats, de la circulation du capital au sein de la zone euro qui s'était complètement interrompue en 2011 et en 2012. Tout ça est en train de revenir peu à peu. C'est vrai qu'il faut surveiller les spreads, enfin l'écart de rendement entre les taux dits périphériques, italiens, espagnols, portugais, et puis les taux allemands, comme étant une mesure un petit peu de justement cette vitesse de circulation, le fait que les capitaux aillent un peu partout et ne restent pas tous en Allemagne. Mais ça, c'est la responsabilité de la BCE, et je crois qu'aujourd'hui, elle est extrêmement crédible. Personne ne remet en doute cette crédibilité, et ça, c'est le point important. Donc, aujourd'hui, prudent, plutôt, je dirais, donc, légèrement au-dessus de 50, mais l'idée, c'est si effectivement la volatilité fait des points d'entrée, c'est de se renforcer. Parce que derrière, c'est un cycle assez long d'amélioration en Europe. Question à Bernard, parce que finalement, vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde, si je vous écoute bien. Est-ce qu'il faut tout de même, parce que là, vous êtes à 50-60% sur les actions européennes, est-ce qu'il ne faut pas conserver par devers soi un petit peu de cash tout de même dans la période actuelle, qui est, je le répète, assez troublée, même si les marchés ne paniquent pas? Si, en ce début d'été, conserver un peu de cash, ça peut être une bonne idée. Et pour ceux qui ont gagné beaucoup d'argent au premier semestre, et pour ceux qui espèrent en gagner beaucoup au deuxième semestre, c'est bien de ne pas être pleinement investi maintenant, même s'il faut garder en tête qu'avec les niveaux monétaires, de taux monétaires qu'on a aujourd'hui, ça coûte toujours de l'argent juste de le parquer à côté sur les fonds monétaires. D'ailleurs, on voit apparaître dans un graphique que vous nous avez apporté, qui montre finalement la perte qu'on a à placer son argent sur le monétaire. Ouais, et puis les taux deviennent de plus en plus négatifs là-dessus, donc on a vraiment des mouvements qui sont, il faut que tout le monde garde ça en tête, les mouvements sur les taux très courts, donc ce qu'on appelle le monétaire, sont assez disjoints, assez séparés de ce qui se passe sur les taux obligataires. Donc ces taux monétaires, ils n'ont pas du tout fait les frais d'aucune panique en aucune sorte, et ils continuent à baisser progressivement, donc ça veut dire que les SICAV monétaires, elles rapportent de moins en moins. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête, et donc les positions d'attente, elles coûtent de l'argent. Donc on peut attendre en ce moment, on peut avoir un peu de munitions prêtes à être réinvesties, mais c'est vrai que commencer cet été pas totalement investi avec un peu de monétaire, c'est plutôt une bonne idée à notre avis. Question tout de même afférente aux États-Unis, puisque
les marchés européens ne sont pas décorrélés de ce qui se passe à Wall Street, où après 5 ans, voire plus de hausse, on est en droit de se demander si une correction ne nous attend pas, surtout que les bénéfices des entreprises au global ne progressent plus tellement. Bernard. Ça, c'est vraiment un élément fondamental. On apprend en général que le prix d'une action, elle doit être proportionnel. Ce prix de l'action doit être proportionnel à l'évolution des bénéfices. C'est logique. Plus les bénéfices progressent, plus le prix de l'action doit progresser. En revanche, ce qu'on oublie parfois un peu de détailler, c'est quel bénéfice, puisque ça peut être les bénéfices de la société, je ne sais pas quoi, en millions, en centaines de millions, en milliards de dollars. Ces bénéfices-là, les bénéfices globaux des sociétés américaines, ils ont plutôt tendance à stagner depuis un bon moment, voire à baisser un petit peu. Donc ça, c'est pas favorable. Ça, c'est pas favorable, et je dirais, toute chose égale par ailleurs, comme disent les économistes, ça aurait dû entraîner une baisse des actions américaines. Or, elles ne baissent pas vraiment. Elles ne montent pas non plus d'ailleurs, mais elles sont à peu près scotchées à leur plus haut depuis un bon moment. Pourquoi? Parce que les marchés regardent en général ce qu'on appelle les bénéfices par action. On prend le bénéfice global de la société, on divise par le nombre d'actions en circulation. Et bien en fait, pour faire progresser votre bénéfice par action, vous avez deux solutions. Soit vous faites monter votre bénéfice global, soit vous faites baisser votre nombre d'actions. Les rachats d'actions. Les rachats d'actions, donc ça s'appelle une fraction. On apprend ça, je crois, en CM1 à l'école. Et donc, les directeurs financiers des entreprises américaines le font très bien. Ils rachètent leurs propres actions tous les trimestres d'ailleurs. Ils regardent en parallèle les taux de distribution de dividendes comme le font les Européens. Mais ils ajoutent à ça le rendement, ce qu'ils appellent le rendement des rachats d'actions. Et la somme des deux, ça va être à peu près équivalent. Donc, bon an, mal an, tous les ans, ils rachètent entre 2 et 3% de leurs actions. Et donc, ça soutient les cours. Ça les empêche de baisser. On est bien d'accord, mais c'est un effet purement mécanique. Oui. C'est un effet mécanique. Quand on a des bénéfices qui, au global, stagnent, voire régressent, on n'est tout de même pas dans une situation très favorable, non? Alors c'est vrai que les rachats d'actions ont eu un rôle très important sur le marché américain ces dernières années. La question essentielle, c'est d'où vient le cash qui est utilisé pour acheter les actions. Si vous l'avez emprunté sur le marché obligataire pour racheter vos actions, c'est vrai que c'est une tendance qui est moins soutenable que si c'est simplement que vous avez accumulé de la trésorerie en grande quantité dans un pays étranger. Bon. Parce qu'il se trouve que là, il y a des aspects fiscaux très, très forts dans les entreprises américaines aujourd'hui qui expliquent aussi leur comportement. Apple, souvent cité, a beaucoup de cash, mais pas aux États-Unis. Donc la soutenabilité dépend beaucoup du mode de financement de ces rachats. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a, je pense que le potentiel du marché américain est beaucoup plus limité qu'il était par le passé. On n'a pas de grandes craintes, pour les raisons évoquées, ces rachats réguliers, tout ça, ça donne de la force quand même à Wall Street. Mais il y a un certain épuisement du potentiel américain. Et là aussi, c'est important, et vous le mentionniez, c'est que même quand on investit en Europe, il faut avoir toujours le regard tourné vers le marché leader, qui est le marché américain. Tant que cette situation perdure, je pense que c'est quand même plutôt globalement favorable. Le risque, ça serait qu'effectivement, il y a un choc. Mais d'où viendrait le choc aux États-Unis? Un retour en récession, ça ne me semble être pas le plus probable. En tout cas, personne ne l'attend. Bon, encore que les consensus a plutôt tendance à se tromper sur ce type de thème, mais ça semble peu probable. Une très forte hausse des taux de la Réserve fédérale? Ça semble peu probable, il faut augmenter, mais le plus lentement possible, en faisant le moins possible. En tout cas, tout est fait pour rassurer les investisseurs de la part de la Réserve fédérale. Donc en fait, en termes de source de choc, il y a plutôt un épuisement. Et le fait que, voilà, à un moment... Donc c'est à surveiller, mais en gros, il n'y a pas de vrai risque sur les actions américaines. On n'en voit pas pour le moment, on voit même quelques opportunités, parce qu'il y a des secteurs de la côte américaine où on a de la vraie croissance des bénéfices, qui ne vient pas de techniques comptables. Typiquement, on pense à beaucoup de sociétés qui vont être dans les technologies, qui vont être sur le secteur de la santé, etc. On a des vraies croissances de bénéfices. On peut résumer ça par l'indice Nasdaq, qui a pu laisser de tristes souvenirs à certains investisseurs il y a 15 ans, qui aujourd'hui a une tête assez différente, puisque les valorisations aujourd'hui, elles sont relativement, même très raisonnables, avec des vraies croissances de bénéfices, des vrais bénéfices qui sont là. Et donc là, on a des valeurs de croissance, pour une croissance qui est assez rare en général, et en particulier aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'on est positionné là-dessus. Donc si je résume ce que nous avons dit, ce que vous avez dit jusqu'à présent, c'est bon, les actions européennes restent un premier choix dans les portefeuilles aujourd'hui. Il vaut mieux se faire un petit peu de cash parce qu'il y aura de la volatilité et autant en profiter. Mais pour un certain nombre de raisons et le maintien de l'alignement des planètes que vous avez évoqué, Bernard, il est bon de rester dessus parce que les bénéfices vont en profiter. Aux États-Unis, on surveille ce qui se passe. Il y a des poches
plutôt que la cote en général à travailler. C'est bien ça? Vous êtes d'accord avec cette approche, Oui, Gustavo? oui, c'est comme toujours. Le marché, globalement, on trouve qu'il a peu de potentiel, ce qui n'empêche pas, évidemment, un marché où il se passe plein de choses différentes. Donc, il faut regarder au cas par cas. Alors, j'aimerais maintenant qu'on braque, et on arrive au terme de cette interview, mais qu'on braque un peu nos regards vers l'Asie, parce que l'un des arguments que vous avanciez pour rester sur les actions européennes l'un et l'autre, c'était que la BCE, finalement, faisait le job et était derrière aujourd'hui, et qu'il y avait toute une panoplie de mécanismes qui nous prémunissaient, en tout cas jusqu'à présent, de la catastrophe. Au Japon, on a une banque centrale qui intervient massivement, qui achète même des actions. Est-ce que le Japon, du coup, est un premier choix aussi à considérer dans les portefeuilles? Bernard? À nouveau, hein, si on revient à la base, pourquoi est-ce qu'on achète des actions? A priori, c'est parce qu'on a des bénéfices des sociétés cotées qui vont croître. Où est-ce qu'on a la plus forte croissance des bénéfices dans le monde? C'est sur les sociétés cotées au Japon. C'est comme ça. Ensuite, on a deux manières de regarder les bénéfices. On regarde comment ils ont cru dans le passé. Le Japon est à peu près dans les premiers rangs. Comment ils vont croître dans l'avenir? Alors ça, on n'en sait rien, mais on a des gens qui s'appellent les analystes qui font des prévisions, qui le revoient en permanence. À nouveau, ce qui est attendu pour les prochains trimestres, c'est de très fortes croissances des bénéfices japonais, et ces prévisions de croissance sont toujours revues à la hausse. Alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt le contraire. Dans les émergents, c'est plutôt le contraire, c'est revu à la baisse. Donc un soutien des croissances bénéficiaires qui est fort au Japon, plus qu'il ne peut l'être ailleurs. Deuxièmement, on a combien on paye ces bénéfices, ce qu'on appelle les valorisations. On peut parler des ratios cours sur bénéfices ou des choses comme ça. Ils sont assez faibles au Japon. En tout cas, ils ne sont pas plus élevés qu'en Europe, et ils sont plus faibles qu'aux États-Unis et que dans pas mal d'autres endroits. Donc on a des bénéfices en croissance qu'on ne paye pas très cher. Dernièrement, vous l'avez dit, c'est probablement une des seules banques centrales du monde qui achète un peu tout, y compris ses propres actions. Donc là, à nouveau, c'est un fort facteur de soutien en termes de liquidité. Et ce qu'on voit un peu dans le monde, c'est que les investisseurs internationaux ne sont pas massivement investis sur la région. Ils sont plutôt restés à l'écart ces derniers temps. Donc on a encore un fort potentiel de liquidité à arriver là-bas. Donc le Japon, ça fait partie de vos convictions du moment? Tout à fait. Pas une conviction partagée ou pas chez vous? Oui, non, enfin, on est d'accord sur le fait que le Japon présente des caractéristiques effectivement positives. Dans nos portefeuilles, généralement, on a du Japon, mais c'est pas. Nos portefeuilles ne sont pas centrés sur l'exposition au Japon. Il faut voir effectivement la dynamique des résultats, combien s'explique par le yen ou par la baisse simplement des matières premières, combien vient vraiment de l'activité japonaise, une amélioration profonde. Parce que c'est une autre histoire aussi, la gouvernance change au Japon. Il y a plein d'histoires différentes qui peuvent effectivement alimenter un peu le marché. Après, il ne faudrait pas que ça soit simplement suivre la Banque du Japon ou suivre la baisse du yen. Donc on regarde beaucoup les corrélations du marché avec le yen. On préférait que ce ne soit pas trop corrélé, que ce ne soit pas un marché qui soit trop macro, mais plus une amélioration microéconomique. Pour l'instant, il est assez macro encore, parce que beaucoup s'explique par le yen. Mais on commence à avoir des histoires microéconomiques qui s'améliorent. Et ça nous donnerait peut-être un peu plus de confiance, pourquoi pas, pour aller plus massivement sur le marché japonais. Bon, la conclusion, c'est tout de même priorité aux actions européennes à court, moyen et long terme. Donc, c'est bien ça? On peut le dire comme ça? À moyen terme, c'est bien. À moyen terme, déjà, c'est pas mal. Messieurs, merci. Merci.